J'étais super déçu et même en colère contre mon associé. Je le regarde, puis tu sais, voilà la situation. Il me dit, ah ben c'est bien que tu me parles de ça parce que je voulais te parler de mes vacances puis de mon augmentation de salaire. Et là, à l'intérieur, j'étais prêt à exploser puis à lui plonger dessus. Je dis, tu sais, on va mettre ça en pause, on se revoit la semaine prochaine. Et puis je suis venu avec des faits en fait, parce qu'après il faut aussi dans la prise de décision, il faut avoir des éléments tangibles. En tout cas, il y a plein de choses que tu nous as partagé, beaucoup de transparence dans tes propos, et ça me donne un peu la transition assez idéale pour aborder la troisième partie, qui est un peu la prise de décision et peut-être les conséquences d'une non-décision. Je pense que c'est pour tout le monde, hein. On a une vision assez claire, mais il faut prendre des décisions, et des fois c'est en période d'incertitude, tu sais pas toujours si ça va marcher. Tu nous as bien expliqué ça. Là aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se trouvent parfois peut-être un peu paralysés avec le fait de devoir décider, de prendre des décisions. Et un peu la thématique de ce podcast, c'était le doute, hein, savoir comment on agit avec le doute. Le doute s'installe, il y a beaucoup d'options, il y a des peurs qui sont là, on a peur de se tromper, de faire faux, d'avoir des conséquences négatives, ça peut nous empêcher d'avancer. Toi, dans la prise de décision critique, comment tu fonctionnes dans des périodes d'incertitude? Quelle place elles ont les émotions dans le processus décisionnel pour toi? Tu pourrais nous parler un petit peu d'une décision peut-être particulièrement déchirante, qui a dû être dure à prendre, ou quelque chose où tu avais un peu une dissonance entre ton cœur et ta tête, où tu dis ouais, rationnellement c'est pas bon, mais mon cœur me dit de faire ça différemment. Tu aurais peut-être une ou deux anecdotes à nous donner par rapport à ça? Alors moi j'ai eu beaucoup de décisions difficiles à prendre, hein, puis je pense que j'en aurai encore dans ma vie, déjà en tant que papa, puis après en tant qu'entrepreneur. Mais je peux te donner un premier exemple, c'est justement quand j'avais mon premier associé, et puis qu'on s'est retrouvé, en fait j'étais en plus en période de divorce, que du bonheur, et j'étais super déçu et même en colère contre mon associé parce que en réalité lui produisait 5% du chiffre d'affaires alors qu'il était censé en faire beaucoup plus, et il était plein de revendications dans un état d'esprit plutôt d'employé que d'entrepreneur. Et un jour on s'est assis, moi j'avais de nouveau mon tableau de bord, je le regarde puis tu sais, voilà la situation. Il dit, ah ben c'est bien que tu me parles de ça parce que je voulais te parler de mes vacances puis de mon augmentation de salaire. Et là, à l'intérieur, j'étais prêt à exploser puis à lui plonger dessus. Et à l'intérieur, ça bouillonnait, hein. J'étais prêt à, j'ai dit, tu sais, on va mettre ça en pause, on se revoit la semaine prochaine. Et puis je suis venu avec des faits en fait, parce qu'après il faut aussi dans la prise de décision, il faut avoir des éléments tangibles. Donc j'ai dit, regarde, j'ai juste une question à te poser. Là, tu me dis que tu auras une augmentation de salaire, je sais plus par cœur, mais c'était grosso modo entre 3 et 5%. J'ai dit, toi tu fais, on va dire maintenant 5% du chiffre d'affaires, moi j'en fais 95%, je gagne nettement moins que toi parce que c'était un choix qu'on avait fait que tu se récupérer plus tard, et toi tu me demandes une augmentation de salaire. Comment tu justifies ça? Ouais, bon, d'accord, t'as raison, peut-être pas maintenant, mais mes vacances. Et là j'ai compris, j'ai dit, il est pas du tout dans un mindset entrepreneurial. Il s'est fait engager dans une boîte, il a certes mis de l'argent, que je lui ai d'ailleurs remboursé. Il n'a pas perdu une bille là-dessus. Mais je lui ai dit, écoute, maintenant, il y a deux solutions. C'est soit tu quittes l'entreprise ou, de toute façon, on va dans le mur. Et du coup, il a quitté l'entreprise, il s'est mis au chômage. Et moi, j'ai repris l'entreprise. Et puis, bonheur, au même moment, j'ai un gros mandat qui tombait. Et j'ai pu restaurer l'entreprise. Donc, tu vois, ça, c'est un moment difficile parce que finalement, tu avais fait confiance à la personne. Tu as investi du temps, tu as investi de l'énergie. C'est toi qui as donné l'impulsion. Et tu vois que la personne ne tire pas la corde avec toi. Ça, c'est pas cool. Puis, un deuxième exemple que je peux te donner est, ça faisait 7 ans que je travaillais avec ce monsieur, qui était devenu un vrai ami pour moi. Donc on faisait beaucoup de mandats ensemble. C'était vraiment quelqu'un de chouette, quoi. Et il est toujours quelqu'un de chouette. Et il a commencé à dysfonctionner. Les clients ont commencé à réclamer. Je me suis assis une première fois avec lui. J'ai dit, écoute, là on a des soucis. Comment tu vois les choses? Non, t'as raison, etc. Et puis j'ai dit, OK, qu'est-ce que tu mets en place? Oui, d'accord, OK. Et puis, quelques temps après, c'était le même problème. Puis, à un moment donné, il n'était pas mon associé, hein. Il était mandaté par moi depuis 7 ans quand même. Donc, je dirais que c'est quand même déjà une vraie amitié qui s'était instaurée. Il était très serviable, mais ça allait plus du tout. Et j'ai dû lui dire, écoute, voilà, je suis désolé, notre aventure va s'arrêter là. On peut pas continuer à travailler ensemble. Voilà des exemples de situations, de décisions qui sont difficiles à prendre. Et puis, bien sûr, la dernière, c'est de vider de la substance d'entreprise et de se dire, ben voilà, cette entreprise se termine là, quoi. Dans tout ce processus de décision, qu'est-ce qui a évolué chez toi au fil des années par rapport aux erreurs que tu as appris et tout ça? Bah, tu sais, on apprend, je crois, de ces erreurs, mais enfin, j'espère. J'aime dire qu'on apprend, comme je t'ai dit, on n'apprend pas à tomber, mais on apprend à se relever. Ce que j'évite, c'est de refaire les mêmes erreurs. Mes ressentis avant, pendant et après,
c'est aussi, même si j'ai pesé le pour et le contre, ça m'a travaillé, c'est les doutes. Je dirais que ce qui a changé dans la manière de prendre des décisions, pas beaucoup de choses au fil des années. Ça s'est plutôt affiné, mais clairement, j'essaie de rester factuel, d'avoir des éléments clairs, des données, pour que je retombe pas finalement à tomber dans les mêmes erreurs. J'ai appris à mieux discerner avec qui je veux travailler ou collaborer, à être beaucoup plus à l'écoute de mon ressenti, de mon intuition, dans ma petite voix intérieure. Il y a pas longtemps, ça s'est manifesté, j'avais échangé avec toi où j'ai dit mais nom de chien, je sens il faut qu'on aille dans cette direction-là. Et après on est tombé d'accord aussi là-dessus et en fait je suis convaincu que c'était le bon choix. Donc il y a quelque chose qui est pas forcément de l'ordre toujours du rationnel, cette petite voix qui te parle. Moi j'ai toujours regretté quand je l'ai pas écouté, donc aujourd'hui j'évite de regretter. Puis quand je dois décider des choses importantes, là je deviens hyper rationnel, je me fais une liste des pour et contre, je fais une analyse de marché, je mets les choses par écrit et je demande de nouveau des avis. Je pense que voilà, il faut pas rester seul dans son coin à ruminer, il faut en discuter et je demande aux gens aussi de me donner leur avis sans complaisance mais avec bienveillance. Donc je me donne un temps de réflexion après, puis je décide si je veux faire ou non et je prends des risques mesurés, j'ai envie de dire, et surtout je décide jusqu'où je vais et quels sont pour moi les indicateurs qui vont faire que je vais m'arrêter. Tu sais, c'est un peu comme si tu vois au casino, je vais à quelque part, je vais me dire ok, je vais jouer maximum 100 francs, si je gagne tant mieux, mais si je perds je m'arrête là. Et moi je vais pas souvent au casino, ça fait 20 ans que j'ai pas mis un pied dans un casino, c'est un peu ce mindset là quoi. Yes. Moi j'ai quand même une petite question que j'aimerais te poser avant qu'on parte sur la solitude de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'études qui montrent que la majorité de nos décisions sont émotionnelles ou que les émotions elles ont un gros rôle dans la prise de décision. Aujourd'hui tu partages que tu restes très très rationnel quand tu dois prendre des décisions. Comment tu analyses la part émotionnel de tout ça en disant avant j'ai peut-être une peur je dois prendre une décision, puis pendant que j'ai pris ma décision jusqu'à ce que j'ai un résultat il y a des doutes ou peut-être tu te sens tu te sens peut-être triste d'avoir pris cette décision là ou des choses comme ça. Quel rôle elles ont les émotions pour toi dans la prise de décision? Comment tu les pour moi, gères? Comment tu joues avec? Parce que tu m'as parlé du ressenti, en fin de compte tu t'écoutes cette petite voix, mais à côté de ça comment tu analyses toi toutes ces émotions qui vont te traverser en fin de compte de part et d'autre du début à la fin du processus? Pour moi, c'est mes meilleurs amis, les émotions. Tu as parlé de doute, de peur aussi, hein, des fois de se tromper, Pourquoi? Parce que elles me permettent d'être vigilante. Et cette vigilance, dans la vigilance, c'est la peur, c'est le doute, c'est ces éléments-là, c'est le poids de la responsabilité aussi, hein, de dire mais là je prends pas la décision que pour moi. Il y a peut-être des gens qui sont concernés. Il y a un sentiment de responsabilité qui est derrière ça. Il y a le doute qui pour moi est encore une fois un super allié parce qu'il m'oblige aussi à quelque part, m'invite en tout cas à analyser, être plus pragmatique pour essayer de réduire ce sentiment de doute. Et puis la peur c'est un allié aussi parce que ça évite que je fonce de manière naïve dans un projet par exemple sans me poser de questions. Moi je dirais si je dois en citer trois, hein, c'est ça le sentiment de responsabilité. La peur et le doute, ce sont vraiment mes amis dans ce contexte. Elles m'aident beaucoup et puis après elles ont des intensités différentes selon les cas de figure évidemment. Ça dépend de l'importance ça peut m'amener des nuits sans sommeil, ça peut m'amener du stress, ça peut m'amener et ça m'a déjà amené il y a pas si longtemps que ça de nouveau où j'étais dans une situation pour moi complexe, critique où je rumine beaucoup, mais je rumine puis en même temps je me victimise pas. Ça veut dire que je suis en mode recherche de solutions et j'échange avec des gens que j'apprécie, qui m'aident aussi à voir plus clair parce que peut-être tu le sais aussi et sûrement d'ailleurs, c'est que quand on est dans la rumination, dans les doutes, dans la difficulté, c'est difficile d'être objectif, surtout quand on est concerné directement.